Comment tu vas, Max? Ça va bien et toi, Sean? Bien, j'y pensais ce matin. Tu dois être l'invité qui a fait 2 épisodes les plus proches l'un de l'autre. Parce que j'ai regardé, Ouais, c'était il y a 10 épisodes en arrière, 11 épisodes en arrière. Du coup, ça ouais, fait c'est pas si ça. longtemps que ça. Ouais, puis je suis sorti sur Spotify la semaine passée, je crois. Ouais, Il y c'est a deux juste parce que. des deux, parce qu'il y a un décalage entre l'enregistrement et la sortie en audio. Exactement. Je fais ma place, qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on veut. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Ça faisait un petit moment qu'on voulait discuter. On a plusieurs choses qui se passent et je me suis dit que ce serait cool de, comme toujours, d'en faire du contenu, d'en faire un podcast. Il y a 2 choses desquelles je voulais parler en priorité, mais après, on peut s'étendre sans problème. Un, c'était le retour sur l'entraînement respiratoire que tu as effectué ces derniers mois. Et Mhm. on a eu des échanges audio qui valent de l'or, enfin, surtout venant de ta part, avec des idées d'intégration du Breathe Way Better et de l'entraînement respiratoire autour de l'entraînement en course à pied qui était super intéressante. Et je voulais creuser un petit peu ça aussi et parler bien sûr du programme de course à pied sur lequel on travaille et qui devrait se rendre disponible dans les semaines, peut-être mois qui viennent. À l'allure où ça va nous prendre un peu de temps, mais je pense qu'on va C'est faire ça. les choses bien de toute façon, donc on n'est pas trop pressé. Euh, donc peut-être on commence avec l'entraînement respiratoire. Mhm. Euh, déjà, pourquoi tu étais intéressé par l'entraînement respiratoire quand je t'en ai parlé? Bon, la première chose, c'est vrai que on a fait ce test il y a maintenant un an, gentiment, le profilage ensemble. Et Mhm. c'est quelque chose qui ressortait quand même assez fortement chez moi, la faiblesse au niveau du système respiratoire. Je crois que si mes souvenirs sont bons, là comme ça de tête, je respirais trop de fréquences respiratoires et pas assez de volume respiratoire. Par Si, rapport à ta capacité, ouais. C'est ce qui est assez souvent le cas. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu avais déjà remarqué que ça te limitait ou que ça te gênait dans tes entraînements, dans tes compétitions, ou c'est jamais quelque chose qui t'est venu à l'esprit? difficile à dire dans le sens où c'est vrai que ça pouvait gêner. Après, quand ça gênait, on était sur des entraînements à très haute intensité. Donc déjà, c'était pas le facteur qui gênait le plus. Parce que les jambes brûlaient plus que les poumons gênaient, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, Par contre, c'est vrai que j'avais des fois la sensation de plus d'être bloqué en fait. Enfin je sais pas comment dire, mais comme si il me fallait deux inspirations pour avoir l'oxygène, enfin le volume d'oxygène dont j'avais besoin. Ok. Donc ça, c'est Ouais. vrai que ça gênait un peu. Après, voilà, on est dans des entraînements qui étaient extrêmement intensifs, au-delà zone 5 ou au-delà dans les intensités plutôt spécifiques au rythme de course. Mhm. Donc, je me disais, bon, c'est normal. Je suis à hyper haute intensité, donc c'est normal que j'arrive plus à respirer. Ouais, c'est intéressant parce que une des choses auxquelles je me retrouve confronté, alors pas de manière très vigoureuse, encore pas pour l'instant, mais c'est cette idée que le système respiratoire ne peut pas être limitant dans la performance sportive. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, les gens avec qui j'ai travaillé, ils sont venus vers moi, donc ils étaient ouverts à l'idée de l'entraînement respiratoire. Mais on va dire culturellement, est-ce que toi, avec ton passé sportif et maintenant l'entraîneur, est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Est-ce que c'est complètement en dehors des mœurs? Est-ce qu'on n'en parle pas? Comment toi tu perçois l'entraînement respiratoire ou même ce sujet d'entraînement respiratoire en athlétisme, en course à pied en 2022? On va y aller comme ça. Ouais, disons que avant de te rencontrer, j'avais jamais entendu parler de ça, Hmm. littéralement, jamais. On n'en parle pas dans les formations d'entraîneurs, on n'en parle pas. À l'Uni, on n'en parle pas. C'est vraiment, on n'en parle pas, quoi. En tout cas, avant de te rencontrer, je n'avais jamais entendu parler. Hmm. Et je dois avouer que moi, je me rappelle très bien, je crois que j'ai vu une de tes publications sur LinkedIn
par Kevin qui avait reposté un de tes trucs. Enfin, je sais plus comment je suis tombé dessus. Et en fait, c'est ça qui m'avait intéressé à venir te parler et à te téléphoner et à ce qu'on travaille ensemble. C'était de se dire, il y a une vision globale de l'athlète. Et moi, c'est vraiment ma vision. C'est de se dire que l'athlète, c'est un puzzle. Et si on agrandit 1% de chaque pièce, bah, on est meilleur. Mm. Et du coup, si on a un bilan sur les facteurs limitants, on a des axes de travail. Et du coup, donc on a fait ce profilage ensemble avec moi et certains de mes athlètes. C'est énormément ressorti les lacunes en capacité respiratoire, contrairement aux capacités métaboliques, cardiovasculaires, musculaires, où on était quand même bien, on va dire. Et du coup, se pose la question en tant qu'entraîneur, bon, ok, j'ai tous mes athlètes qui ont ce problème-là, y compris moi. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que c'était un peu difficile au début parce que je savais pas trop par où commencer, comment embrasser le problème, quoi faire où. Et c'est là où tu es venu me sauver et tu m'as dit, ah Maxime, je fais un entraînement respiratoire, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, ça m'a évidemment intéressé. Ça, c'est un peu la genèse, mais c'est vrai que au-delà du cercle d'entraîneurs, enfin au-delà de toi, en gros, moi personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Et ok, c'est super intéressant du coup parce que maintenant, donc tu as fait, et avant même de faire le programme d'introduction hein, auquel tu as participé en version bêta au tout début, avant même de faire ça, je t'avais prêté un autre outil, donc on avait déjà commencé à parler de tout ça. Là, je pense avec le dernier qu'on a fait, c'était plus structuré, tu pouvais juste faire ce qu'il y avait noté, tu n'avais pas besoin de réfléchir, donc je pense que ça a facilité un petit peu les choses. Aujourd'hui, fast forward, quelle est ta vision, toi, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, de l'entraînement respiratoire on va rester sur la course à pied et après tu peux t'étendre à d'autres sports si tu trouves que c'est pertinent. C'est difficile à dire exactement. Je dirais, je pense que là, les auditeurs attendent « Ah, ça m'a changé la vie, ça m'a Non, changé. » pour être clair, c'est pas mon objectif de te C'est faire pas dire des choses comme ça. ça. C'est cool pour moi, c'est cool pour le programme, mais je trouve que du fait que tu as une vision qui est. Déjà, tu es ouvert d'esprit par rapport à ces idées-là, et il y a beaucoup de monde qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est intéressant pour moi de base. Et en plus de ça, tu apportes tout ton vécu en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, et avec un esprit qui est toujours, et un regard qui est toujours très critique sur ce que tu fais. Et donc, c'est pour ça que je trouve que tes réflexions sont vraiment pertinentes sur ces sujets-là. Et ça m'intéresse justement maintenant d'avoir ta mise à jour, si tu veux, sur comment tu vois la chose. Mais ouais, enfin, tu vas comme ça, il n'y a pas de faut dire que c'est bien, c'est vraiment, c'est ça. Ça marche. Non, honnêtement, quand j'ai commencé, le plus gros changement qui a provoqué cet entraînement respiratoire, c'est le contrôle que j'ai gagné dans ma fonction respiratoire de base. J'ai vraiment. Comment tu le décris, comment tu le ressens? Déjà, franchement, je ressens que je respire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, juste ça, et c'est un truc de fou. Parce que ma sensation comme ça, c'est de me dire que ce soit à l'effort ou hors de l'effort, bon, respirer automatiquement, on le fait, et puis c'est une fonction non réfléchie de notre qualité d'être humain. Mais là, je peux gérer comment je respire, comment j'inspire, comment j'expire. Est-ce que j'inspire au niveau du diaphragme, au niveau du thorax? Pour quel volume d'air? Et ouais, franchement, ça, c'est hyper impressionnant. Donc, ça veut dire que typiquement, dans l'effort, je peux me dire, je peux calmer mon intensité en ayant une plus grande respiration diaphragmatique, en prenant plus de volume, en fait, parce que du coup, il y a plus de place
que dans la cage thoracique. Je peux en muscu mieux gérer mon transverse, mieux l'enclencher. Tu le sens aussi, ça? Ouais, tu vois, j'ai l'impression que genre sur un squat, je suis sur mon squat assez lourd, je prends ma barre, j'arrive quand même à bien bloquer mon diaphragme, du coup j'active mon transverse et j'ai une meilleure exécution, je sens que je suis plus solide. Donc ça, c'est vraiment je dirais, c'est ce qui a le plus progressé sur cet entraînement respiratoire. Ouais. Et, Et au final, je pense c'est toujours le paramètre sur lequel je reviens parce que c'est cool de se demander est-ce qu'il y a un transfert sur les perfs et on y viendra dans quelques instants. Et parce que les gens, ils veulent des chiffres. Ils veulent, voilà, tu fais cet entraînement, tu vas gagner tant de watts, tu vas gagner tant de secondes, etc. Et je tends et je sais qu'il y a plein d'études qui ont montré l'efficacité et l'utilité de l'entraînement respiratoire, mais je trouve que c'est tellement dur de faire le parallèle ou de tirer une conclusion ou de poser parce que c'est des corrélations en fait. C'est pas un lien causal, c'est un lien de corrélation. Et du coup, on peut pas dire j'ai fait ça et donc maintenant parce que ce serait impossible. Il faudrait reprendre exactement. En gros, il faudrait revenir dans le temps et refaire exactement le protocole d'entraînement que tu as fait, en plus rajouter l'entraînement respiratoire pour dire il y a une différence parce que tes protocoles d'entraînement ils vont changer, ta forme va changer selon le moment de l'année, le jour, la saison, l'année en elle-même. Et toutes ces choses font qu'au final, je me distance de plus en plus de l'idée de se dire l'entraînement respiratoire, ça va améliorer tes performances directement. C'est un peu, moi je le vois avec une étape intermédiaire en se disant, comme tu l'as dit là, déjà tu vas développer un meilleur contrôle. Tu vas développer la capacité d'être plus fin avec ce que tu fais, d'en être maître entre guillemets et de pas simplement le laisser faire ce qu'il veut. Et là où je trouve que le lien est super intéressant et je serais intéressé d'avoir ton retour là-dessus, c'est l'idée que ton système respiratoire, il est intimement couplé à ton système nerveux autonome. Et donc, selon comment tu respires ou comment tu perçois ta respiration, ça va avoir une influence sur ton état d'alerte, ton état de stress. Et ça, dans des conditions d'entraînement potentiellement intenses, ça peut être super intéressant d'avoir ce contrôle et de pouvoir mieux gérer ses efforts parce qu'au final, notre perception, c'est notre réalité. Si on peut influencer notre perception grâce à la respiration, est-ce qu'on n'y gagne pas indirectement? c'est clair. Non, alors ce que tu dis, c'est tout à fait correct. Et puis je pense que c'est faux de se dire, ok, je fais un entraînement respiratoire, je vais gagner 5%, disons de manière aléatoire, sur mes performances en course à pied. C'est pas la bonne approche, mais c'est pas la bonne approche non plus de se dire je fais deux entraînements, je fais un protocole seuil, je vais gagner 5% sur mon temps sur 10 km. C'est complètement faux, tu vois. Donc là, moi, ce que tu me disais, ça me faisait penser, je tirerais volontiers un parallèle entre la capacité à gérer ton système respiratoire et ton économie de course. Ok. Tu vois, dans le sens où si tu gères mieux ton système respiratoire, potentiellement, ton ressenti d'effort sera un peu moins haut sur une intensité donnée, et du coup, tu pourras aller un peu plus haut. Mais est-ce que c'est l'entraînement respiratoire? Est-ce que c'est ton nombre de kilomètres par semaine? Est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. La réponse, c'est oui. Mais comme la technique de course, tu vois, si tu es plus efficace, si tu as une meilleure technique de course, ça sera moins dur de courir à 20 km/h qu'avec une mauvaise technique de course. Et du coup, si ta vitesse de course c'est 22 km/h, ben, tu as un avantage. Ouais, absolument. Exactement le même principe pour moi. Et là, pour revenir du coup à la question que tu posais sur le gain en contrôle pendant un effort intense, ce qui est sûr, enfin moi ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, comme je contrôle mieux ce que je fais avec mon système respiratoire, quand je suis dans des séances intenses,
j'arrive mieux à faire redescendre le système cardiovasculaire pendant le repos. Du coup, j'ai quand même la sensation que des entraînements dans la même intensité passent un tout petit peu mieux. Après, est-ce que c'est dû à l'entraînement respiratoire? Est-ce que c'est dû à l'augmentation des kills? Est-ce que c'est dû au sommeil? Est-ce que c'est dû à tout? Oui, évidemment que c'est dû à tout, tu vois. Parce que, voilà. Mais dans quelle mesure il faudrait faire des régressions multiples très compliquées avec des groupes de tests, des groupes de contrôle pour être sûr de tout, mais on ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que gagner en contrôle dans la vie de tous les jours, c'est déjà bien. Gagner en contrôle en effort à basse intensité, c'est encore mieux. Gagner en contrôle pendant les récup des efforts très intenses, là, c'est trop bien. Et maintenant, la prochaine step, c'est gagner en contrôle dans les efforts très intenses. Mais ça, je ne pense pas qu'en faisant 40 entraînements respiratoires ou 30 entraînements respiratoires, tu vas gagner. C'est comme si tu fais 10 fois 60 minutes de footing, tu ne vas pas battre le record du monde de 10 km. Hein. C'est ça. Ça ne va pas marcher. Hein. Ouais, après, c'est ça. Après, il y a le paramètre de durée parce que tu regardes les gars de Luc, eux, ils font ça 4-5 fois semaine depuis des années. C'est ça. Et là, tu peux dire que là, tu vas avoir un vrai changement. Par contre, où je commence même à avoir un petit changement, je t'avais fait un message vocal. J'avais fait un entraînement de seuil quand j'étais en camp d'entraînement à Ténéraux. 3 fois 8 minutes avec 2 minutes de récupération. Quand même assez intense. Et j'avais l'impression, parce que je contrôlais mieux ce que je faisais, donc on est quand même sur du seuil, donc on est sur une intensité qu'on peut qualifier de haute à modérée, enfin modérée à haute, disons. J'avais la meilleure image, c'est de dire j'ai un tuyau de canalisation à la place de l'œsophage qui va directement dans les poumons et qui me propulse de l'air dans les poumons. C'était un truc de fou. Ok. Ouais, donc pendant l'effort, là, c'était une des premières fois que tu l'as ressenti à ce moment-là? Pendant l'effort? Pour être tout à fait honnête, c'est la première et la seule fois où je l'ai vraiment ressenti. Allez, je précise à l'effort et pas dans la récupération de l'effort. Dans le 8 minutes en lui-même. Ouais, parce que comme tu l'as dit, juste parce que tu souffles 3 fois dans un ballon, ça ne veut pas dire que ta vie elle va changer et que maintenant tu as des poumons d'un gars qui a fait de la natation pendant 12 ans et que tout. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est de toute façon un truc dont je tenais à parler avec toi parce que pour moi, l'important, c'est parce que j'en parle pas mal de l'entraînement respiratoire, c'est important que les gens ils comprennent que ce n'est pas une pilule magique. C'est pas tu fais ça et ça va régler tous tes problèmes, etc. À mon avis, c'est un aspect du développement athlétique. C'est une petite portion parce qu'il y a plein d'autres choses qui, en termes relatifs, ont beaucoup plus d'influence. Mais c'est une chose qui peut te permettre de gagner en contrôle, améliorer ta perception de l'effort et potentiellement avoir un impact sur tes performances. Mais sans même y penser, à mon sens, si quelqu'un arrive à mieux respirer, mieux contrôler ce qu'ils font et être moins sous l'emprise de leur respiration pour les personnes qui sont dans ces cas-là, c'est en général à ces gens-là que je recommande l'entraînement respiratoire en priorité. C'est tu sens vraiment que ta respiration te limite dans tes efforts. C'est certainement une bonne idée de se focaliser là-dessus pendant un petit moment, potentiellement mieux respirer, potentiellement mieux utiliser ce que tu as. Mais en rien, c'est de la magie et c'est pour tout le monde et c'est l'idéal, quoi. C'est ça, mais c'est comme tout type d'entraînement. Il n'y a rien qui est de la magie. C'est ça. Voilà, on est quand même dans une industrie où on croit qu'en 3 mois, on peut changer du tout au tout et puis faire des squats à 150 kilos, courir un 10 bornes en 30 minutes. Enfin, non, ça prend pas 3 mois, ça prend 15 ans tu vois, pour faire ces trucs. Et c'est 15 ans ininterrompus avec de la qualité, avec de la récupération, avec une surcharge progressive d'année en année. C'est un peu. Et j'ai donné un week-end de formation là, le week-end dernier avec 3 coachs autour du CrossFit et le conditionnement dans le CrossFit de manière un peu plus spécifique. Et c'était vraiment
un des fils rouges du week-end. Enfin, pour moi, c'était le fil rouge du week-end, c'était en gros les fondamentaux. C'était, il n'y a pas de magie. Le rameur et le ski, tu les traites comme de l'haltéro, c'est-à-dire que tu vas faire du travail technique et tu n'as pas vraiment de séance compliquée avant mois 6, 7, 8, 9, parce que jusque-là, tu n'as pas gagné le droit de faire des grosses séances dessus. La course à pied, c'est pareil, et on va en parler après. Est-ce que tu as les prérequis, gamme athlétique, force du bas de la jambe, le force du pied, renforcement de ces structures-là, et est-ce que tu as progressé le volume de manière linéaire et très très simple pendant une période prolongée? Parce que oui, tu peux aller plus vite, mais qu'est-ce qu'on y gagne à aller plus vite plus tôt, sauf plus de potentiel pour des soucis derrière. Et au final, il y a énormément de potentiel qui est juste laissé sur la table, qui n'est pas exploité, simplement parce qu'on veut s'empresser d'utiliser des méthodes d'entraînement qui sont avancées et qui sont compliquées, et qui sont complexes, alors que ça devrait être réservé aux gens qui ont déjà fait les fondamentaux de manière régulière pendant des mois, des années. Et ensuite, on peut commencer à tendre vers des méthodes d'entraînement avancées. Et je te laisse rebondir là-dessus et j'aimerais bien, dans ce contexte-là, que tu donnes ton avis sur l'entraînement respiratoire. Est-ce qu'à ton avis, c'est un paramètre d'entraînement avancé ou pas? Non, mais ça, c'est clair. Tu vois, moi, dans le contexte de l'entraînement du club dans lequel j'entraîne, donc j'entraîne le demi-fond au Lausanne Sport, j'ai 25 athlètes ou 30 athlètes, un truc du style, je ne sais plus exactement le nombre précis, qui ont entre 13 et 30 ans, en gros. Ouais. Mais tu vois, on ne fait pas la même chose, pas exactement la même chose avec les athlètes de 13, 14, 15, 16, 17 ans qu'avec les athlètes de 30 ou de 20 ou de 25. Parce que tu punis les athlètes deux fois. Je crois que j'avais entendu ça de ta bouche, il me semble. C'est pas moi, c'est Keir Wenham Flat à la base qui dit You rob the athlete twice. Exact. Parce que tu le voles de la progression linéaire dont il pourrait bénéficier dans un premier temps, et tu le voles des adaptations qui auraient découlé de méthodes d'entraînement avancées appliquées au bon moment, c'est-à-dire pas maintenant et plus tard. Donc voilà, tu voles l'athlète deux fois, c'est ça. C'est ça. Donc, et ça, on le fait pour tout, tu vois. Typiquement, la VO2, on n'a pas exactement le même fil rouge chez les jeunes que chez les plus vieux. C'est difficile à gérer parce que des fois, tu te dis, bon, les jeunes, c'est aussi bien qu'ils fassent avec les vieux. Que tout le monde fasse ensemble pour qu'il y ait une émulation, tu vois, aussi au niveau du groupe. Mais on ne le fait pas tout le temps. L'exemple le plus clivant, c'est sur la force. Ouais. La force chez les gamins de 15 ans ou chez les athlètes qui ont 10 ans d'expérience dans les pattes, on ne fait pas exactement la même chose. Ouais. Et donc, ouais, faut commencer par les bases, faut faire les bases, faut progresser dans les bases. Et tu vois, nous, on a souvent le problème dans le contexte du LS, c'est que des jeunes nous rejoignent, 13, 14 ans, ils veulent faire du demi-fond. Donc, eux, ils voient les séances d'entraînement sur Instagram de Jacob Ingebrigtsen, de toutes ces machines, 20 fois 400, et puis ils te disent, bah, moi, je veux faire ça. Tu leur dis, bah non. En fait, non. Tu vas faire de la vitesse et de l'endurance et de la force. Et voilà. Parce que c'est les qualités athlétiques de base. Et sans ces qualités athlétiques-là, bah, tu seras limité. Tu vois, moi, par exemple, j'ai commencé l'athlé assez tard. J'avais 19-20 ans quand j'ai commencé. J'avais fait du sport, mais pas de compète quand j'étais jeune. Du coup, j'ai pas une excellente vitesse de base. Bah, je suis limité. Même pour faire du 3000 steeple. Automatiquement, ça me limite. Et c'est ce que je leur explique. Je leur dis, bah voilà, si vous êtes limité par votre vitesse, à mon âge, vous n'avez plus qu'un créneau d'amélioration de vos performances. Enfin, disons, si on simplifie, c'est d'augmenter le volume d'entraînement. Et ça veut dire à 25 ans, 12 séances par semaine, avec un travail à côté. Tu fais comment? Donc, fais de la vitesse quand tu as 15 ans. C'est ça la conclusion. Ouais. Et du coup, par rapport. Ouais. Vas-y, après je reviendrai sur. Je redirigeais le discours sur l'entraînement respiratoire. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas pensé, honnêtement.
moi, je dirais, dans le contexte des athlètes que moi j'ai, je travaillerai pas l'entraînement respiratoire avant la catégorie U20. Ça veut dire qu'avant qu'ils entrent dans leur 18e année d'âge. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas énormément de séances par semaine avant ce moment-là. Tu vois, ils sont en 4 et 5 généralement. Et il faut travailler les fondamentaux. Endurance, force, vitesse, mobilité. Ça prend déjà du temps. Et est-ce que vraiment c'est pertinent de travailler ton système respiratoire alors que tu as un gainage de merde? Non, mais tu vois. Mais c'est pour ça que je te l'ai posé, parce que j'y ai pensé en parlant des fondamentaux versus les méthodes avancées. Moi, où est-ce que ça tombe? Et donc, je l'ai demandé comme ça sans y avoir réfléchi non plus. Mais je pense que c'est important de se poser la question justement pour se dire à qui ça s'adresse. Tu vois? C'est ça. Ouais. Après, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'entraînement respiratoire qu'on a fait ensemble avec le Breathe Way Better, qui est une technique avancée, donc que je réserverai à partir d'un certain âge, d'une certaine expérience. Au-delà de l'âge, moi je réfléchis en âge parce que je suis très c'est le protocole de club, de fédération d'athlétisme, voilà. Mais disons, à partir d'un certain niveau de conditions physiques générales, à partir d'un certain, enfin voilà, quand tu as les bases d'être un athlète, et on va dire ça comme ça. Mais je pense, et je suis en train de réfléchir, et j'ai pas encore réussi à trouver la meilleure façon de le faire. Je pense qu'il y a tout un travail de technique respiratoire que tu peux faire sans le ballon, juste en te couchant au sol, prenant des grandes inspirations, tu vois, en remplissant vraiment bien ta cage thoracique, en expliquant le mouvement du diaphragme. Tu vois, des choses vraiment toutes bêtes, hein, de respiration. Après, tu peux ajouter, dès le moment où il commence à contrôler, tu peux ajouter un certain tempo. Je pense que ça peut être très intéressant. Et pas forcément dans une technique avancée, dans la perspective d'un entraînement avancé. Après, ça reste quand même quelque chose de quand même dans une deuxième étape, tu vois. Il faut quand même avoir développé une certaine qualité d'endurance, une certaine qualité de mobilité, une certaine qualité de contrôle de ton corps général. Parce qu'on va quand même te demander de contrôler ton diaphragme qui est à l'intérieur de toi, littéralement. Et c'est quand même difficile. Et ça actionne quand même les muscles intercostaux. Ouais, c'est quand même exigeant. Parle un petit peu de ça, de la contrainte de l'entraînement respiratoire que tu as pu voir, que ce soit au début parce que c'était nouveau, au fur et à mesure du programme parce que le volume et la longueur la durée des séances augmentaient. Est-ce qu'à des moments, tu as senti vraiment la charge en fait supplémentaire de ces entraînements-là, et comment est-ce que ça s'est manifesté? Parce qu'au final, si on veut, je ne sais pas si c'est un bon moyen de raisonner, mais je me dis, j'aimerais bien ton avis là-dessus aussi, si on voit une surcharge, si on sent une fatigue qui est générée par, il doit nécessairement y avoir des adaptations derrière qui se créent. Après, comment les quantifier exactement, ça c'est une conversation qui est certainement pour un autre jour, et il nous manque beaucoup d'outils de mesure pour pouvoir les quantifier exactement. Mais je me dis, c'est dans un sens, si ça fatigue, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, pour commencer. Bon, déjà, je pense que, alors là, c'est purement une hypothèse, hein, mais j'ai quand même quelques années d'athlète dans les pattes, avec quand même un volume d'entraînement assez élevé. Tu représentes quoi pour que s'il y a des coureurs qui nous écoutent, tu peux donner un ordre d'idée de ton volume, je sais pas, ça s'exprime en quoi, en annuel, ou c'est par semaine plutôt? C'est en gros en kilomètres par semaine, c'est entre 90 et 110. Ok.
par semaine, plus la muscu, plus le renfo. Ok. Donc, c'est en gros 15 heures d'entraînement hebdomadaire, ce qui commence quand même à faire un certain nombre. Ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est ça. Et en gros, ouais, donc moi, je fais entre 7 et 9 séances par semaine pour 100 km par semaine en moyenne, et 15 heures d'entraînement. Ok. Donc, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, j'ai pas senti vraiment de grosses difficultés pendant l'entraînement respiratoire en lui-même, ni au lendemain d'une séance. Aussi parce que, faut quand même le dire, le programme est bien fait, il est bien pensé, les progressions, elles sont linéaires et ouais, ça suit son move, quoi. Tu vois, franchement, moi, ça m'a pas vraiment mis en difficulté. Sauf quand même certaines séances de coordination qui, là, vont taper dans la haute intensité. Donc, ouais, il y a des séances de coordination qui sont dures parce que c'est intense. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'on va taper sur des choses qui sont plus proches de la VO2, des choses comme ça, si on se rattache un peu à l'entraînement physiologique à pied. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu des fois, ça tapait fort. Mais honnêtement, ça allait encore. J'ai pas eu énormément de courbatures le lendemain, des choses comme ça. Alors, un petit peu, on sentait, mais c'était pas gênant. Et je pense que ça m'aurait gêné que je sois hyper handicapé par l'entraînement respiratoire et que je sois hyper mal dans mes entraînements à pied, tu vois. Il aurait fallu trouver une balance. Bon, on avait la possibilité de faire entre 2 et 4 séances hebdomadaires, donc on pouvait s'auto-gérer sur la balance, je dirais. Et c'est vrai que les autres entraînements d'endurance, etc., de technique, c'est quand même, au niveau de l'intensité, quand même assez faible. Ce qui ne veut pas dire inutile, hein, attention, c'est comme la zone 2. Parce que, au contraire, je pense que c'est typiquement ces deux types de séances qui m'ont permis de gagner un contrôle fou sur mon système respiratoire. C'est pas forcément les séances à haute intensité où au bout d'un moment, on peut perdre un peu le fil. C'est quand on garde le contrôle et qu'on se concentre sur garder le contrôle, qu'on fait comprendre à notre corps comment il doit contrôler le truc. C'est exactement la même chose que de la technique de course. Ouais. C'est pas des trucs qui sont compliqués, c'est pas des trucs qui sont difficiles, c'est juste des trucs où on doit être très concentré pour apprendre à notre corps à faire comme on a envie qu'il fasse. Ouais, l'intention. Ouais. On travaille sur la capacité du corps à réaliser des trucs de manière inconsciente. Et j'ai l'impression que là, c'était le même processus. Après, par contre, je parlais avant du fameux entraînement de seuil où j'ai senti que j'arrivais à respirer. J'avais l'impression que j'avais 50 litres d'air dans les poumons. Là, le lendemain, j'avais vraiment mal aux muscles respiratoires, principalement au niveau thoracique, vraiment des courbatures. Mais fou, quoi. Ouais, vas-y. J'ai à nouveau eu ça. Lundi, j'avais une séance de VEMA en côte. Pendant l'entraînement, j'ai pas senti cet oxygène qui arrivait en abondance dans mon corps, aussi parce que c'était pas 8 minutes mais 30 secondes des répétitions, donc forcément, voilà, en plus en côte. Donc voilà. Par contre, le lendemain, mardi, et les courbatures. Vraiment, juste à respirer, ça, courbature, quoi. Comme après une grosse séance de squat, tu as des courbatures aux fessiers. Là, j'avais des courbatures à l'inspiration. Mon hypothèse là-dessus, et je serais intéressé d'avoir la tienne, c'est que potentiellement, avec le programme et justement ces séances, comme tu l'as dit, de plutôt focaliser sur la technique où on respire très lentement et on prend un maximum d'air sur chaque respiration, potentiellement, on a débloqué un petit peu d'amplitude de mouvement dans ton cycle respiratoire auquel maintenant tu peux accéder, mais le stimulus du ballon n'était pas suffisant pour justement te mettre à mal, entre guillemets, dans ces positions-là. Par contre, maintenant, dans ton mouvement de course à pied, dans ton effort de course à pied, tu exploites maintenant potentiellement
une fraction du volume supplémentaire par rapport à avant, chose qui va du coup engendrer des courbatures du fait que c'est nouveau, entre guillemets. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement. Pour moi, c'est exactement ça. Tu gagnes en contrôle, tu arrives à quand même plus respirer, prendre un volume plus conséquent en moins de respiration. Mais ton corps, il n'est pas encore tout à fait habitué à gérer autant d'oxygène à l'effort, parce que c'est une chose de respirer dans un ballon assis dans ton canapé ou debout devant ton bureau, mais c'en est une autre dans une séance de côte qui pique. Ouais, c'est ça. Et courbature. Ouais. Même principe que je fais de la mobilité, je développe ma mobilité d'ischio, je peux aller plus bas en RDL, courbature. Même principe. Ouais. Je pense que c'est le même principe. Ouais, c'est super intéressant d'avoir tes réflexions justement là-dessus. Et ouais, donc c'est potentiellement un outil avancé, comme tu l'as mentionné, qui peut nous permettre de débloquer certaines amplitudes, potentiellement encore, parce que je pense vraiment, et je serais intéressé d'avoir ta perspective là-dessus encore, je pense qu'il y a des répondeurs et des non-répondeurs. Je pense que certaines personnes vont... de base, l'hypothèse, c'est qu'on n'est pas tous au même stade de notre développement au niveau de notre contrôle et de notre amplitude et de notre capacité respiratoire. Et donc, pas tout le monde va bénéficier de la même manière de ce type d'entraînement ou de ce type d'approche. Et si on prend le spectre total, certaines personnes vont grandement bénéficier de ces entraînements et pour d'autres, ça ne servirait pas à grand-chose. Oui. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a exactement ce que tu viens de dire, mais qui est le cas pour tous les rouages de l'entraînement, tu vois. Si on prend le développement de la VO2, il y a des milliers de méthodes qu'on peut mettre en œuvre, et pas tout le monde va réagir exactement de la même manière à exactement chaque méthode, tu vois. Et si c'était le cas, on aurait une méthode, tu vois. C'est ça. Parce qu'on aurait autre chose à faire que de chercher d'autres méthodes. Ouais. Donc, ça, c'est clair que l'entraînement respiratoire va bénéficier de manière différente à chacun. Mais je pousserai encore plus loin. Selon ce qu'on travaille dans l'entraînement respiratoire, parce que entraînement respiratoire, si c'est entraînement de la course à pied, ça veut tout dire et rien dire de nouveau. Tu vois, là, on a exploré dans le programme des séances de technique, des séances de puissance, des séances de coordination et des séances d'endurance. Je ne pense pas que chacune de ces sous-catégories servira la même chose chaque athlète. Ouais, et selon où il en est dans son cursus d'athlète, selon quel sport il fait. Tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai pas l'impression, typiquement, j'ai la sensation que les séances d'endurance, elles m'ont pas servi énormément. Dans le sens où j'avais gagné en contrôle par les séances de technique et volume. Et en fait, après, comme j'avais gagné en contrôle, quand je fais mes footings de 1 heure, 1 heure et demie, j'ai gagné en contrôle. Donc, les 4 minutes à souffler dans un ballon, bah, j'en ai refait une, c'était lundi, je crois. Je réponds à mes mails en même temps, quoi. Tu vois, enfin. Donc, mais par contre, est-ce que c'est parce que j'ai gagné en contrôle, ou est-ce que c'est parce que je suis sportif d'endurance, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce que c'est à cause d'autre chose? Tu vois? Ouais. Et c'est ça la question. Par contre, quelqu'un qui fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être du golf, admettons. Donc, hyper efficace sur le contrôle de un mouvement. Peut-être que la capacité de coordination de base, il l'aura beaucoup plus. Par contre, la capacité d'endurance, beaucoup moins. Voilà. Donc, est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'était un des buts de la manière dont j'ai organisé le programme, c'était de dire, on va explorer plein de trucs. Et en plus des catégories que tu as mentionnées, chaque semaine, un nouvel exercice.
Et ensuite, à la fin des 10 semaines, c'est à la personne, l'athlète, de voir qu'est-ce qui t'aide le plus et de garder ces paramètres-là dans tes entraînements chaque semaine pour pas essayer de tout faire tout le temps, mais de se dire qu'est-ce qui m'aide le plus et qu'est-ce qui m'a aidé le plus et qu'est-ce que je veux continuer à faire parce que je sens vraiment que ça fait une différence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. J'avais dit il y a 2 choses et j'ai dit une chose, mais pas la deuxième. Ça devrait revenir. Un autre, là où on peut partir maintenant, vu qu'on a bien passé en revue tout ça, et ça on l'a dit avant, donc on le répète, on fait les bases avant d'aller sur les choses avancées. Et je voulais qu'on revienne sur justement les retours que tu m'as fait sur là où tu voyais une intégration avancée de l'entraînement respiratoire ou d'un outil respiratoire comme le Breathway qui puisse être bénéfique. Et je vais laisser t'étendre là-dessus parce que tu avais plein de bonnes idées et c'était super intéressant de les entendre. Et vu que je ne vais pas juste publier notre conversation WhatsApp, je te laisse les répéter ici. Ouais, intéressante notre conversation WhatsApp. C'est pour ça, c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast. On la refait en fait. C'est ça. Alors, pendant que tu me posais ta question, j'ai retrouvé ce que je voulais dire avant. Donc, il y a effectivement le bénéfice que tu peux tirer de manière individuelle de l'entraînement et qui potentiellement est lié à toi, à ton développement. Mais je pense qu'il y a aussi à quel point tu es prêt à te remettre en question et à accepter que bien que tu sois un athlète avancé, tu vas être nul dans quelque chose qui va te permettre d'être meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Et je pense que dans les sports d'endurance, moi, c'est un problème c'est un état des lieux que je fais souvent, c'est que le sportif d'endurance, il veut faire son volume en kilomètres, mais il est pas prêt à perdre 5 km par semaine pour faire de la force, par exemple. J'ai eu un mal fou à faire de l'haltérophilie aux coureurs d'endurance parce qu'il faut absolument faire ses kilomètres. Ouais. Alors oui, il faut faire tes kilomètres, c'est clair. Hein, à un moment donné, c'est intimement lié, ta performance est clairement liée au volume que tu fais. Mais dans quelle mesure intégrer de la force peut être plus intéressante qu'un énième footing. Ouais. Et pas tout le monde est prêt à le faire. Honnêtement, j'ai eu des athlètes qui n'étaient pas prêts à le faire. Et je pense que l'entraînement respiratoire, c'est la même chose. Il faut être prêt à se dire, déjà au début, je ne vais rien comprendre comment ça marche. Ça va être compliqué. Je ne vais pas voir vraiment où je vais. Mais il faut être prêt à le faire. Mais il y a des gens, je pense, qui ne sont pas prêts à le faire. Et je pense que ça, c'est une qualité. Moi, je considère ça comme une qualité, mais aussi parce que c'est notre travail en tant que coach, tu vois, d'accepter de se remettre en question, d'accepter d'essayer des nouvelles choses. Mais voilà, je pense qu'il y a cet élément-là. Donc voilà, comme ça, on boucle la boucle. Et la question, c'était les intégrations avancées de l'entraînement respiratoire. Hein, c'était ça. Là où tu vois du potentiel pour, tu peux parler de toi simplement, où est-ce que tu te vois potentiellement utiliser cet outil ou commencer à l'intégrer, à explorer des choses dans tes entraînements ou hors de tes entraînements qui te sembleraient potentiellement bénéfiques? Bon, je pense que la première, d'ailleurs, je crois que c'était le sujet du premier audio que je t'avais fait à ce sujet-là. Donc, pour ceux qui ont écouté le dernier podcast qu'on a fait ensemble, on s'est étalé beaucoup sur le 800 mètres, qui est une discipline que j'entraîne avec beaucoup de passion et beaucoup d'état d'âme et beaucoup de difficultés. La difficulté du 800 mètres, qui peut être aussi le cas du 1500 mètres, c'est que pendant les périodes de compétition, on va devoir, et de pré-compétition et de compétition, on va devoir quand même augmenter l'intensité pour aller sur des rythmes de course, pour habituer le corps à travailler au rythme de course. C'est finalement ce qu'on lui demande de faire. Ce qui implique de diminuer le volume
Jusque-là, logique. Et du coup, diminuer le travail de VO2, de seuil, etc. Donc, évidemment, on va le maintenir. Donc, l'idée, c'est avec l'entraînement hivernal d'augmenter. Ensuite, plateau. Et puis, pour éviter que ça redescende, on met juste des petits à-coups. Donc, ça, c'est la théorie. Et je me disais que l'entraînement respiratoire en lui-même pourrait être intégré dans ces phases-là pour justement maintenir une certaine qualité cardiovasculaire, notamment par des entraînements de coordination, je pense, qui sont donc des entraînements assez haute intensité qui vont s'approcher des efforts de seuil, de VO2, etc. Pour limiter la perte de qualité aérobie lors d'un travail de qualité anaérobie. Voilà, ça c'était la première réflexion. Donc ça, je pense que je vais l'explorer cet été. Parce que on n'a pas de compétition sur piste avant cet été. On a décidé de ne pas faire la salle cet hiver. Ok. Donc je pense que ça c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant pour les coureurs de cours parce que du coup, on oublie, entre guillemets, on met en second plan ce travail-là, mais aussi pour les coureurs de plus long, en ayant un peu la même réflexion, mais en se disant, j'augmente l'intensité, je baisse le volume. Si je ne fais pas mon volume d'intensité au rythme du 3000 ou du 5000 qui s'approche quand même grandement d'un travail de VMA au bénéfice d'une séance de plus par semaine plutôt de résistance lactique, donc plutôt typé, disons, 1005. Est-ce qu'ajouter un entraînement hebdomadaire de coordination respiratoire à haute intensité pourrait pas justement compenser un minimum le choix d'avoir enlevé une séance de caisse, disons, pour utiliser des termes de terrain. Donc, on compense ça en mettant un entraînement respiratoire, mais on bénéficie de l'ajout d'un entraînement de très haute intensité, qui est quand même corrélé avec la forme que tu auras à la compétition et avec le résultat en lui-même. Parce que finalement, même si je crois que j'avais lu un truc sur les coureurs de 3000 steeples, pour prendre ma distance, alors c'est une mesure qu'on peut débattre, mais ils prenaient le lactate des athlètes à la fin d'un 3000 steeples, et je crois la moyenne c'était 19 millimoles, quoi. Ouais. Bah, évidemment, on peut débattre du pourquoi, du comment, mais c'est quand même extrêmement élevé. Donc, ça en fait une épreuve quand même assez intense au niveau anaérobique. Du coup, est-ce que c'est pas intéressant justement dans les périodes de préparation aux compétitions ou de compétition de mettre ces séances très intenses pour que le corps assimile la charge lactique ou la résistance, développe sa résistance lactique à l'effort, et d'ajouter un entraînement respiratoire pour garder un certain niveau de VO2, on va dire ça, pour simplifier, quoi, de qualité respiratoire, presque de qualité métabolique de ton système respiratoire. Enfin, il y a une interjection entre les deux, je pense. Ce que je comprends dans ce que tu dis, et tu me corrigeras si je rate la marque, c'est que donc ouais, pour atteindre des niveaux de lactatémie comme ça, tu es de toute façon dans le domaine sévère, ça, il n'y a pas à broncher, tu es en dessus de ton seuil, ça c'est sûr. Poser 36 questions, ça c'est clair. Ça c'est certain. Ce qui veut dire du coup que pendant ton event qui dure quoi, une dizaine de minutes, hein, c'est ça? Tu vas passer la majorité en dessus de 90% de VO2 max. Donc, et on sait que proche de VO2 max, le système respiratoire consomme entre 10 et 15% de l'oxygène total que tu utilises. Ok, je ne savais pas ça. Okay. Ouais. Donc, diaphragme, intercostaux, tutti quanti, c'est entre 10 et 15%.
Si je ne me trompe pas, c'est entre 5 et 7 points de VO2, quelque chose comme ça. Donc, Ok. ce qui est considérable quand même. Ce qui est considérable. 10% de ta consommation énergétique, c'est énorme. Et du coup, si tu délaisses, entre guillemets, ton système respiratoire en n'effectuant pas vraiment de séances soutenues qui vont solliciter ce système-là, est-ce que tu ne te mets pas du coup en déficit pour ensuite ton événement compétitif? Et dans ce cadre-là, c'est là où je verrais, est-ce que ça correspond un peu à ce que tu voulais dire, de se C'est dire ça. que si tu ne fais pas beaucoup d'entraînements qui vont solliciter intensément ton système respiratoire, et là, c'est peut-être intéressant de combler la brèche avec des séances de coordination, avec le ballon, pour justement faire face à ce manque et garder un certain équilibre dans tous les paramètres d'entraînement. Ouais, exactement. Tu as résumé beaucoup mieux que ce que j'ai dit, enfin beaucoup différemment en tout cas, ce que je voulais dire. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, on parle de faire des entraînements intenses. Mais tu vois, tu dis ça consomme entre 10 et 15%. Donc, si tu travailles de sorte à ce que ton système respiratoire soit plus efficient, potentiellement, tu passes de 12 à 11. Je pense, là, je pense, Tu vois, techniquement, tu regagnes 1%. Alors, ouais. dit comme ça, on peut gagner des pourcents à l'infini, hein, mais c'est pour ça que je pense pas qu'il faille intégrer que de la haute intensité au niveau respiratoire, Mhm. parce que ça voudrait dire, de nouveau, il faut prendre l'entraînement respiratoire comme l'entraînement à pied. Si tu fais que des intensités, bah, tu vas pas progresser. C'est le puzzle de toutes ces petites choses mises ensemble qui vont faire que. Mhm. Donc ça, ouais, exact, c'est ce que tu dis pour la phase, disons pour la phase de compétition. J'ai commencé par la phase de compétition parce que c'est comme ça que je me suis, que la réflexion, elle est venue dans mon esprit. Mhm. Mais je pense effectivement que ça peut être de la coordination ou du technique volume qui peut Mhm. être, euh, qui peut être hyper intéressant. Et là où je voulais continuer aussi avec l'idée de cette économie justement au niveau respiratoire, je pense que c'est là où des entraînements de type endurance vont devenir les plus intéressants, mais ça va prendre énormément de temps pour développer justement ces qualités-là. Parce que l'économie, on le sait, hein, c'est plus une fonction du volume que tu appliques qu'autre chose. Et donc, combien te coûte en fait un mouvement donné, c'est hautement corrélé à combien de fois tu as fait le mouvement. Et ça ne se compte pas en répétition, ça se compte en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de répétitions. Ça, c'est clair. C'est pareil sur une foulée de course à pied. Paula Radcliffe, sur sa carrière, sa VO2 est descendue. C'est son économie qui est montée et qui a fait qu'elle a pu continuer à performer de mieux en mieux en avançant dans les années. Et encore une fois, il n'y a rien de magique, c'est juste qu'elle a continué à courir des Des quantités centaines de astronomiques de kilomètres kilomètres. par semaine. C'est C'est ça. ça, c'est toujours la même chose. Le volume fait qu'on devient plus économique. L'addition de volume fait que tu deviens plus économique. Et je pense en tout cas en tout cas, c'est ce que je pensais faire avec l'entraînement respiratoire maintenant que je suis arrivé au terme des 10 semaines, qui m'ont pris plus que 10 semaines, parce que voilà, mais c'est comme ça. J'envisageais presque de recommencer, quoi. Parce que finalement, là, j'ai gagné en contrôle, donc j'ai gagné sur sur ce qu'on a déjà discuté au début de notre entretien. Mais c'est certain que je peux encore gagner en contrôle. Il y Ouais. a énormément de choses où typiquement les entraînements de puissance, je suis vraiment éclaté au sol tellement je suis nul. Mm. J'arrive pas à contracter mon diaphragme suffisamment vite à l'expiration pour qu'il y ait un volume conséquent qui sorte. Mm. C'est contre-intuitif, mais du coup, tu relâches ton diaphragme à l'expiration. C'est ça. C'est pour ça que j'essaye de mettre en avant l'importance presque du crunch avec cette idée abdos, intercostaux et de compression parce qu'au final, ton diaphragme, il sert à rien sur l'expiration parce qu'il est dans une dynamique excentrique de relâchement. Et du coup, c'est vraiment le mur abdominal, c'est les intercostaux qui, eux, vont compresser la cavité intra-abdominale et la cavité intrathoracique
pour comprimer le volume et donc faire sortir l'air rapidement. Mais t'es pas le seul à m'avoir fait un retour là-dessus sur la difficulté des entraînements de puissance et de garder cet équilibre, en fait, inspiration-expiration en termes de volume aussi sur la durée du programme. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres, mais j'adore ton idée de revenir au début et de refaire en fait la même chose parce que tu vas réexplorer des choses, tu as une nouvelle perspective maintenant que tu n'avais au départ de la première édition ou de la première fois que tu l'as faite. Et donc, ça va te permettre de refaire un cycle, entre guillemets, fondamental, mais avec un œil nouveau. Et tout comme tu continues à revisiter tous les fondamentaux de la course à pied, de l'entraînement dans tout ce que tu fais, tu réinventes jamais la poudre. Par contre, tu reviens souvent avec une nouvelle perspective, une nouvelle réalisation, une nouvelle conclusion, un nouveau truc que tu vas essayer de mettre en place qui, du coup, continue à faire évoluer ta perception et ta perspective sur le sujet, quoi. Exactement, c'est ça. C'est exactement l'idée. Et puis, c'est de se dire, finalement, j'ai fait que 30 entraînements respiratoires dans ma vie. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison de commencer à se dire mais qu'est-ce que je vais faire comme truc extrêmement compliqué? C'est comme si tu as fait 30 footings dans ta vie, puis tu te dis, je vais utiliser le plan d'entraînement de Kipchoge. Et le plan d'entraînement de Kipchoge, il n'y a rien de fondamentalement truc de malade. Hein. Enfin, en tout cas, de ce qu'il en montre. Après, il ne montre pas tout, évidemment, ça c'est clair. Mais ouais, il y a énormément de choses à explorer et je pense que c'est hyper intéressant de le refaire. Et puis, tu vois aussi d'un point de vue athlète, entraîneur, etc., le fait de ne pas avoir à se concentrer et de ne pas avoir à se dire qu'est-ce que je vais faire, mais juste avoir à suivre quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et c'est un confort, je pense, en tout cas pour moi, aujourd'hui, c'est un confort et c'est important, tu vois. Donc ça, c'est clair. Après, si on reprend les applications à l'entraînement, donc là, on parlait plutôt de maintien des qualités respiratoires pendant les phases de compétition, où du coup, on va quand même plutôt travailler sur des allures de compétition et moins sur des domaines physiologiques, bien que les deux soient imbriqués, on est bien d'accord, mais dans la pensée de l'entraînement, on va dire ça comme ça. Je pense aussi, et ça c'est un élément dont on a aussi parlé dans un deuxième audio sur notre conversation WhatsApp, je me faisais la réflexion dans quelle mesure intégrer des entraînements d'intensité, donc plutôt coordination, voire puissance, au moment où tu as gagné cette qualité à faire un bon entraînement de puissance déjà sans le combiner à quoi que ce soit d'autre. Hein. Donc, pas pour moi maintenant. Plutôt un entraînement de coordination. Avant ou après une séance type seuil ou VO2, pourrait pas permettre de maximiser ou de prolonger plutôt, de prolonger le travail de haute intensité et les adaptations physiologiques qu'on cherche à avoir, sans ajouter un volume qui ferait qu'au niveau de la vitesse de course, tu n'arriverais plus à suivre et qui commencerait à plus avoir de sens. Ouais, c'est prolonger la charge sur le système respiratoire. Voilà. Et l'organisme. Sans ajouter des kilomètres qui pourraient être fracassés. Si on parle un peu crûment, c'est un peu ça, en gros. Ouais, ça c'est un des. Faire 50 fois 400 mètres, c'est pas pertinent. Et puis on sera plus à VMA. Ouais, je sais que tu n'aimes pas le terme VMA. On sera plus à VO2 quoi. Alors que si on fait 15 fois, disons 10 et 20 fois selon le profil de l'athlète, de manière qualitative, et derrière on fait 10 fois 30 secondes d'entraînement respiratoire, on ajoute 5 minutes. Mais on n'ajoute pas 5 minutes de course, on n'ajoute pas les chocs pendant 5 minutes, on n'ajoute pas les conséquences, et on pourra en parler après pendant quand on discutera de l'entraînement de course à pied, de notre petit programme. On n'ajoute pas du volume supplémentaire, on n'ajoute pas des contraintes mécaniques supplémentaires sur l'organisme.
mais on maintient, on prolonge l'intensité sur le système respiratoire. Ouais. Donc ça, je pense que ça c'est dans mes prochains objectifs de test. Intégrer ça post-effort. Je pense dans un premier temps post-effort pour quand même avoir un travail à pied de qualité, parce que c'est quand même la priorité 1 du développement de l'entraînement dont il est question. Par contre, pourquoi pas, mais encore une fois, ça c'est des méthodes encore plus avancées, le mettre en amont de l'entraînement, pas en échauffement, mais vraiment, on fait l'échauffement en course à pied, on prend 10 minutes pour faire son entraînement respiratoire et derrière, on va faire son 10 x 400 pour donner. En pré-fatigue. En pré-fatigue, exactement. Ouais. Comme on peut faire du seuil en pré-fatigue de VO2, des choses comme ça. Mais ça, c'est quand même encore une étape supplémentaire, à mon sens. Ouais. Et tu vois, là, par exemple, dans mon développement de cette année de mon entraînement, je sens que voilà, on charbonne quand même pas mal. C'est pas le moment d'ajouter, même après un entraînement, de la coordination respiratoire parce que je suis pas capable de l'assimiler à l'instant T. Tu vois. Ouais. Et ça c'est le plus important que je me permets de te couper, Max. Ouais, être en capacité d'assimiler les entraînements, c'est la variable la plus importante. Dans le sens où c'est par ce prisme-là qu'on devrait tous passer quand on se pose la question, est-ce que je devrais faire plus d'entraînement ou pas? Est-ce que je peux le faire? Parce que tout le monde peut faire plus. Mais est-ce que tu peux l'assimiler? Est-ce que tu peux en récupérer? Est-ce que tu peux revenir plus fort la semaine d'après pour refaire le même travail? C'est vraiment ça la question centrale quand on parle de rajouter ou de faire plus. Ça doit être le prisme par lequel on opère. Exactement. Et pendant combien de temps on peut le maintenir? Voilà. Parce que faire une semaine à 15 entraînements par semaine, tout le monde peut le faire. Ouais. Par contre, faire une année à 5 entraînements par semaine, pas forcément tout le monde peut le faire. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'entraîne. C'est oui, si tu veux, la semaine prochaine, tu peux faire 10 entraînements, il n'y a pas de problème. Par contre, la semaine d'après, est-ce que tu arrives à en faire plus que 2? Oui, non, bah alors c'est pas pertinent de faire 10. Ouais. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Enfin, aussi simple que ça, c'est très simple, mais sur le papier, sur le papier, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que sur le papier, tout est hyper facile. Et pour rajouter une composante supplémentaire en termes d'entraînement avancé et ça, faut faire gaffe avec ce qu'on fait parce qu'on joue avec des niveaux internes de CO2 et d'oxygène et donc il ne faut pas faire n'importe quoi, les gens, d'accord, qui nous écoutent. Et ça, c'est des méthodes d'entraînement avancées que Brock, que Jameson, que les athlètes de Luc utilisent parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ils sont toujours encadrés quand ils le font. Faites jamais des entraînements comme ça tout seul. Et surtout, faites pas ces entraînements-là tant que vous n'avez pas fait les fondations au moins 2 fois et plus. Mais l'idée de se dire tout de suite après un effort de haute intensité, et là tu parlais de tolérance lactique, je fais une petite parenthèse parce que tu m'as dit PMA, tu n'aimes pas trop ces termes-là. J'y réfléchissais justement pendant que tu parlais et je me suis dit, j'aime pas ces termes et donc je fais l'effort au quotidien de communiquer sur quel terme on pourrait utiliser qui serait peut-être plus approprié pour qu'on parle le même langage et qu'on définisse précisément les choses. Cela dit, quand je suis en conversation avec quelqu'un, c'est pas le moment de commencer à essayer de changer le vocabulaire. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis aérobie, ça me dérange pas en fait. Beaucoup de monde dirait ah ouais, mais tu dis toujours que. Bah oui, je dis toujours que. Mais là, on comprend ce qu'on essaie de se dire et c'est pas le moment de chipoter sur ces détails-là parce qu'on est sur un autre niveau de conversation. Et on peut revenir ultérieurement ou pas parce qu'encore une fois, mon but, c'est pas de convaincre et je pense qu'il y a de meilleurs mots pour décrire des choses et des moins bons mots pour décrire des choses, mais ça veut pas dire que je vais me berner et me dire ah bah non, tant que tu n'utilises pas mon vocabulaire, je te parlerai pas. Ah non, ça, c'est pas le prisme et puis c'est pas le but de la conversation. Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'elle m'était venue et ça me semblait important.
après un intervalle de haute intensité, tu parlais de tolérance lactique, de tolérance de l'acidité acidique, si on veut changer un peu et jouer un peu avec les mots. C'est ça, c'est prolonger en fait cette charge de CO2 conséquente et d'acidité du coup, parce que tu ne vas pas pouvoir te débarrasser du CO2 aussi rapidement, ce qui veut dire que le système tampon au niveau du sang, il ne va pas pouvoir faire son boulot, ce qui veut dire que l'acidité au niveau interne va rester élevée pendant une période plus prolongée. Mais ça, je les vois, et ça, ce n'est pas des choses que j'ai testées moi encore, je les vois comme des entraînements extrêmement inconfortables, extrêmement difficiles, parce que déjà, tu fais un entraînement, disons, en zone 6 ou dans le domaine extrême, déjà, tu sais que tu n'es pas bien de base. Ce n'est pas des choses qui font du bien, des 60 secondes, des 90 secondes répétées, ce n'est pas des choses qui sont sympas à faire. Et si en plus de ça, par-dessus, tu rajoutes une charge acidique supplémentaire, où tu prolonges la charge acidique sur l'organisme, via un travail respiratoire isocapnique avec le ballon tout de suite après, ça c'est vraiment c'est vraiment vraiment très intense comme stimulus. Et je pense que la majorité des gens, même qui sont déjà entraînés avec un Bleed Weight, sont pas nécessairement prêts à le faire et devraient pas l'essayer. Mais peut-être quelque chose à garder en tête pour toi, pour dans plusieurs mois. C'est ça, ouais. Ça peut être assimilable, comme tu l'as dit. Mais je pense que ça, c'est clair et c'est important de le dire. Il faut faire les fondations, comme on l'a dit, comme tu le répètes beaucoup dans tous tes contenus. Et on a énormément à gagner juste en faisant les fondations. Après, combiner deux choses, ça vient vraiment dans des étapes supplémentaires. Et quand on combine, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes athlètes, il faut toujours combiner des choses. Faut pas commencer à combiner des trucs hyper intenses ensemble dès le début. Déjà, si on veut, moi j'aime bien faire des fois un peu de zone 4 avec de la zone 5. Voilà, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de commencer à faire la séance la plus dure, spécifique 800, et derrière faire encore l'entraînement le plus dur qu'on ait jamais fait au niveau respiratoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, on en revient à voler l'athlète deux fois, parce qu'on pourrait commencer plus simple et certainement voir des bénéfices sur le moyen et long terme, avant de même penser à combiner ces choses-là tout de suite, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça, tu vois, l'idée de... Tu vois, on a eu ces échanges par WhatsApp qu'on a un peu décrit ici. Là, moi, dans un premier temps, en tant qu'athlète, je vais refaire le programme. Je ne vais pas m'amuser à aller faire de la coordination après ma séance zone 5 VO2 de la semaine prochaine. Ouais. Par contre, pourquoi pas dans une prochaine phase, mais je commencerai sans doute à combiner avec un entraînement de seuil plutôt facile. Puis pourquoi pas commencer à combiner avec de l'endurance, tu vois, ou quelque chose qui est quand même moins intense. Et voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi. Quand combiner? Est-ce que c'est directement dans la minute qui suit la fin du dernier intervalle? Ou est-ce que c'est après la récup, après le footing de récupération, enfin la fin vraiment de l'entraînement à pied en fait? Enfin, toutes ces questions-là qui se posent aussi en termes d'infrastructure, hein, parce que selon où tu finis ton entraînement de seuil, tu peux pas avoir ton Breezeway dans ta poche avec ton téléphone pour faire ton minuteur. Et puis tu fais ça au milieu de Lausanne à la Riponne, où on va se dire ouais, pas tout à lui ceci. Il n'est pas bien le monsieur, pourquoi il respire dans son ballon? Donc ouais, il y a aussi ces questions-là qui se posent, tu vois. Et je pense qu'on a déjà suffisamment à gagner en écartant les choses et en faisant un entraînement respiratoire le matin et puis en faisant son entraînement à pied le soir. Et typiquement, moi, j'ai combiné un peu de l'endurance respiratoire avec de l'endurance à pied. Ça passe, tu vois.
je l'ai fait pour des raisons d'organisation. Forcément, à 8 entraînements à pied par semaine, ça commence à... Il n'y a plus beaucoup de créneaux pour mettre du breezeway. Donc, mais ça, c'est important, je pense, de le souligner. Ouais. Bah écoute, c'est un bon point de transition. Je veux parler avec toi pendant quelques minutes du programme sur lequel on planche depuis un petit moment. Une des choses qu'on a essayé de mettre en place par rapport à notre raisonnement, c'était en gros, et je le vois de la même manière avec la course à pied que quand je parle du ski et du rameur pour les athlètes en CrossFit, c'est que tu commences pas, c'est pas le même point de départ que pour du vélo, par exemple. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis à fond sur le vélo à l'heure actuelle pour tous les athlètes que j'entraîne. C'est parce que, en gros, tu peux tout de suite commencer dans le développement sur le vélo parce que tu n'as aucune contrainte de charge et aucune contrainte technique. Contrairement au rameur et au ski où la contrainte technique elle est considérable. Et si tu fais n'importe quoi, eh ben, règle d'abord tes coups et comment tu bouges parce que tu vas déjà gagner 20, 30, 40 watts et ça ne sert à rien d'essayer de les développer au niveau physio si tu peux les gagner juste en bougeant mieux. Et au niveau de la course à pied, on a eu la même réflexion, c'était de se dire on veut mettre à disposition un programme de course à pied de qualité, mais on ne peut pas, en étant intellectuellement honnête avec nous-mêmes, créer un programme d'entrée de jeu qui est intense et avec des charges d'entraînement considérables, parce que la plupart des gens n'ont pas, entre guillemets, fait les fondations pour poursuivre ce genre de programme. Ouais, exactement. La réflexion, c'était exactement ça. On fait tu fais du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux où tu dis qu'il ne faut pas griller les étapes. Je dis quotidiennement à mes athlètes qu'il ne faut pas griller les étapes. On ne peut pas proposer un programme où on grille les étapes. Ça ne marche pas. On n'a plus de crédibilité. C'est pas compatible. Ouais. Et exactement. Et comme tu l'as très bien dit, le vélo, l'avantage, c'est que le vélo, c'est porter et guider. Donc, globalement, tu appuies sur la pédale, tu es à peu près sûr de ne pas faire faux. Alors, évidemment, les puristes cyclistes vont nous dire qu'il y a une économie de pédalage, qu'il y a une technique de pédalage, et on est bien d'accord là-dessus. Et c'est pas le sujet ni de hiérarchiser les ergomètres, ni de faire des compétitions entre les différents sports. C'est pas ça. Mais c'est vrai que le rameur et le ski, c'est extrêmement technique, bien que guidé, semi-guidé pour le ski. Et la course à pied, c'est ni porté, ni guidé. Par contre, à la différence du rameur et du ski-erg, c'est un mouvement de base des qualités motrices humaines. Et je pense que c'est le fond du problème, il se joue là. C'est que comme on sait tous marcher et comme on sait tous courir parce qu'on est des êtres humains, on croit qu'on sait courir et qu'on peut courir. Mais en fait, non. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de le souligner. Donc, on ne peut pas forcément courir parce qu'on n'est pas forcément capable d'assimiler les chocs sur notre structure corporelle que nous inflige la course à pied. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a toute une technique de course. Il y a plein de fondamentaux qui vont être nécessaires d'assimiler avant de pouvoir passer de nouveau à des étapes supplémentaires d'entraînement. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. D'où justement le nom du programme qu'on a appelé Bloc 0, donc qui précède le premier bloc d'entraînement à proprement parler en course à pied et qui crée une base. Voilà, c'est la fondation à proprement parler pour la course à pied. Et on avait en tête les démographiques avec lesquels on travaille. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi en tant que spécialiste en course à pied pour écrire ce programme et collaborer sur son élaboration. C'était de se dire, voilà, moi, je travaille beaucoup avec des crossfitters. On va certainement aussi avoir un public de gens qui sont
intéressés par le sport ou même sportifs, mais qui n'ont peut-être pas, sauf si, bien sûr, je sais qu'il y a des triathlètes qui nous écoutent, il y a des coureurs qui nous écoutent. Donc, ce bloc zéro, il n'est pas nécessairement dédié à ces gens-là, même si les fondamentaux, ça fait de mal à personne, on se le rappelle. Mais voilà, pour des gens qui ne courent pas, n'ont pas déjà des kilomètres dans les pattes chaque semaine, qui ont peut-être un petit peu de poids supplémentaire à porter avec eux. Je pense aux crossfitters et donc là, on pense peut-être plutôt masse musculaire parce que le sport fait qu'on a plutôt des athlètes qui sont bien construits. Ce n'est pas le profil type d'un coureur de 10 km. Un coureur de 10 km. C'est exactement ça. Par les contraintes du sport, c'est clair. Voilà, par les contraintes du sport, ou pour quelqu'un qui est hors de forme et qui souhaiterait se mettre à la course à pied, mais en faisant les choses correctement, sans se faire mal. Et donc, parle-nous un peu, Max, des éléments fondamentaux que tu as intégrés dans cette progression sur un programme qui va faire 6 semaines, hein, si je ne me trompe pas, 6 semaines pour ce bloc zéro. Quels sont les éléments fondamentaux qui, à ton avis, se devaient d'être dans cette fondation de course à pied pour bien faire les choses et pour ensuite, sans avoir de remords et en restant intellectuellement honnête, pouvoir écrire un bloc 1, bloc 2 qui, du coup, nous permettrait de vraiment mettre la main à la pâte et d'envoyer un petit peu en termes de course à pied, mais en sachant qu'on a fait les bases avant et qu'on ne va pas se blesser dans le processus. Ouais. Du coup, comme je l'ai dit avant, la course, c'est quelque chose qu'on croit qu'on sait faire, mais qu'on ne peut pas forcément faire pour des raisons. La première raison, enfin, une des premières raisons, c'est la capacité, ne serait-ce juste à assimiler les chocs. Donc finalement, quand on court, on a ce cycle de foulée où on tape le sol, on pousse au sol, on tape le sol, on pousse au sol. Schématiquement, c'est un peu l'idée. Et du coup, on a des points de contact. Enfin, le pied touche le sol et met en jeu des muscles. On peut penser aux mollets, aux quads, aux tendons d'Achille, tendons rotuliens, enfin, qui ne sont pas des muscles, qui sont des tendons, enfin, aux articulations, disons, des membres inférieurs. Et donc, l'idée, c'est au niveau. Donc, ça c'est la première chose. Donc, je vais faire autrement dans mon organisation. La deuxième chose, c'est que comme on pense qu'on peut courir, on a tendance à courir trop vite, alors qu'en fait, on devrait potentiellement marcher pour faire de la zone 2. Si on prend des pourcentages de VMA, on imagine que la zone 2 se situe à peu près à 50% pour une bonne partie de la population. Déjà, des gens qui ont des VMA à 12-13, c'est quand même des gens qui gambadent, hein, qui sont capables de courir, qui ont quelques kilomètres dans les pattes. Mais si on prend le 50%, ça fait 6 km/h. Hein. Donc, c'est pas cohérent pour des débutants de commencer par de la course, par que de la course. C'est pas cohérent que quelqu'un qui n'a jamais couru commence par aller faire 1 heure de footing à 10 km/h. De 1, parce qu'il ne sera pas en zone 2, et de 2, parce qu'il n'aura pas forcément la capacité d'assimiler les chocs, la capacité de renforcement, la capacité pliométrique, etc., etc. Donc en gros, ça, c'est un peu les deux constats qu'on a fait ensemble sur les populations qui commencent à courir. Et du coup, nous, notre objectif, c'était de résoudre, enfin, de résoudre, c'est peut-être un peu fort, mais d'orienter les gens qui seraient intéressés à commencer de manière cohérente en essayant de contrecarrer ces problématiques-là. Du coup, l'entraînement de ce bloc 0, en fait, on va commencer par de la course-marche. La course-marche, c'est intéressant parce que du coup, ça permet quand même de faire un petit peu plus de volume au niveau de la densité de temps, d'avoir moins de contraintes sur le musculo-squelettique parce que moins de temps de course. Et la marche, on est quand même plus prêt à marcher qu'à courir.
Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment de commencer par de la course marche et d'aborder chaque semaine un thème de renforcement de pied, par exemple. Ça, c'est le thème de la deuxième semaine. Donc, comment renforcer son pied? Pourquoi renforcer son pied? Quels exercices faire? Et c'est vraiment des exercices vraiment tout simples. Il y a pas besoin de matériel particulier. Donc voilà, l'idée c'est ça. Après, renforcer son pied, on a renforcé ses jambes. Et dès le moment où on a commencé à renforcer son pied, ses jambes, on peut commencer à développer les qualités un petit peu pliométriques entre guillemets, pliométriques extensives. On ne va pas commencer à faire des sauts de haie ou des drop jumps ou je ne sais quoi. Et donc, en combinant un aspect qu'on pourrait qualifier de préparation physique et un aspect de conditionnement métabolique où on commence par des choses très simples, des 1 minute course, 1 minute marche, 2 minutes course, 2 minutes marche, 5 minutes, etc. Gentiment, les deux points vont converger et on va commencer la course à pied. Mmh. En gros, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une cohérence dans le développement métabolique et le développement de la préparation physique pour que les gens soient capables de courir intelligemment, sans se faire mal et avec des outils qui leur sont utiles. Ouais, et j'adore le fait qu'on va pouvoir intégrer ces petits modules d'apprentissage chaque semaine, à l'image de ce que j'ai voulu faire avec la prog respiratoire et des autres programmes aussi que je produis. C'est-à-dire que tu ressors avec le programme, tu ressors du programme avec non seulement ce que tu as développé durant le programme, mais aussi avec des connaissances qui vont t'aider au-delà du programme en lui-même. Si tu décides d'aller faire autre chose dans le même cadre, même si ce n'est pas mon programme ou quelque chose que moi j'ai produit, eh ben, j'espère que, et on espère avec ce programme-là, que les gens pourront repartir avec des clés, des éléments qui leur permettront voilà, d'avoir une meilleure vision, une vision un peu plus élaborée de la course à pied, de ses tenants, ses aboutissants, quels sont les éléments fondamentaux qu'il ne faut pas survoler, sur lesquels il faut s'attarder et qui nous permettent ensuite de mieux tolérer et mieux gérer cette course à pied de manière générale. Donc, je suis vraiment content qu'on intègre ces modules et que tu apportes ton expertise en tant que coureur, entraîneur, pour détailler tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, c'est vrai que je trouve, avec la prog respiratoire que j'ai faite, c'est pas seulement un tableau Excel qu'on envoie et puis déberdez-vous. Il y a vraiment un aspect éducatif et je pense, typiquement, on a quand même parlé pendant 1 heure d'entraînement respiratoire quasiment. Je pense que sans ces vidéos, sans cet aspect éducatif, j'aurais eu moins de réflexion. C'est aussi terreau à réflexion pour les gens et à éducation apprentissage voilà, élargir les connaissances, voilà, c'est mieux. Donc ça, moi je trouve ça c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant pour moi aussi de me poser et puis de me dire ok, ground zero, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, pourquoi, comment, et ça formalise un petit peu les théories que je fais à mes athlètes quotidiennement. C'est ça. Du coup, prochaine étape, il faut qu'on se trouve un moment pour se voir, pour enregistrer les vidéos de base, hein, c'est ça? C'est ça. Je pense Super. que la prochaine étape, c'est filmer les exercices, discuter de ces exercices et filmer le contenu éducatif. Et puis, c'est faire l'aspect vidéo. Ouais. Je pense que il faut que je te laisse dans quelques instants, mais on se voit à la fin du mois et au début décembre pour les tests avec toi et tes athlètes. Du coup, je pense qu'on fera un bon point à ce moment-là et on continuera à faire aller les choses de l'avant. Et je pense que sans trop se mettre la pression, je pense que premier quart de 2023, on aura le programme qui sera prêt. Et ouais, comme ça, on ne se met pas trop la pression non plus parce que
je fais ça trop souvent et après, je le regrette. Donc, je C'est vais pas ça. me mettre Premier quart 2023, c'est bien. premier quart 2023, le programme de course à pied. Ça me paraît être une timeline C'est tout pas à mal. fait raisonnable pour faire quelque chose de qualité. C'est pas mal. Bah, écoute, Max, toujours un plaisir de te recevoir. L'heure et demie est passée extrêmement rapidement. C'est vrai que c'est passé très très vite. Merci de m'avoir reçu. Un plaisir. Rappelle-nous où on peut te trouver sur les réseaux pour ceux qui souhaitent suivre un petit peu ce que tu fais. Donc il y a mon Insta perso qui est Max Valt et l'Insta de ma société de coaching qui est On Track Swiss, dans laquelle je travaille avec Davy, avec qui je co-gère le groupe du Lausanne Sport qu'on entraîne ensemble. Super. Les liens sont dans la description pour tout le monde. Merci encore Max et hâte de continuer cette collaboration avec toi. Merci pour tous tes retours et toute ton aide. Toi, Sean. Merci pour tout le contenu. Merci pour toutes les innombrables heures de réflexion que j'ai passées depuis que j'ai appris à te connaître. Et puis, merci de m'avoir reçu pour la deuxième fois. Et puis, à bientôt pour la troisième. Bah, écoute, c'est vraiment un plaisir partagé, Max, et à tout bientôt. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Pour écouter cet épisode, si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!